Bonsoir, merci de votre présence nombreuse ce soir pour ce webinaire des cahiers pédagogiques consacré à l'ouvrage Relever le défi écologique à l'école de Jean-Michel Zakhartchouk avec de nombreux contributeurs autour de lui. Je m'appelle Yannick Mével, j'ai été longtemps professeur d'histoire-géographie, EMC, pédagogie, etc. en lycée, en collège et à l'INSPE de l'Académie de Lille. Je suis à la retraite depuis quelques mois, membre du comité de rédaction des cahiers pédagogiques et depuis quelques années, je suis directeur de publication de cette belle revue. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet en donnant la parole à l'auteur principal du livre, Jean-Michel Zakhartchouk. Bonsoir Jean-Michel. Oui, bonsoir. Donc, Jean-Michel Descartes, je suis ancien enseignant de collège en REP, en français, en lettres, et le rédacteur au cahier pédagogique depuis très longtemps et très préoccupé par les questions écologiques, comme on doit tous l'être sans doute. Euh, voilà, j'ai voulu faire ce livre parce qu'il me semblait que si on parle beaucoup et sans doute pas assez d'écologie et de réchauffement climatique et de biodiversité, euh, par rapport à l'école, s'il y a beaucoup d'ouvrages actuellement, on pourra en reparler éventuellement sur la classe dehors, par exemple, mais il n'y a pas tellement finalement d'ouvrages vraiment pédagogiques sur les pratiques concernant ces sujets. Et donc, j'ai voulu faire un livre de synthèse un peu, et comme souvent dans les livres que j'ai écrits, qui sont publiés par ESF et en collaboration avec les cahiers pédagogiques, je, j'ai voulu que ce soit un livre collectif. Il y a beaucoup à la fois collectif et en même temps cohérent. C'est-à-dire que c'est pas un ensemble de contributions, mais une synthèse cohérente, qui se veut cohérente en tout cas, avec différents aspects qu'on va aborder en partie ce soir, et qui soit ouvert à toutes les disciplines, aux différents niveaux d'enseignement et depuis le primaire jusqu'au secondaire et au supérieur de certaine façon. Et voilà, avec des personnes que je connais dans le cadre des cahiers pédagogiques, puis d'autres personnes qui ont contribué et qui sont très divers. Ils sont aussi bien des enseignants que des chercheurs, des praticiens, des partenaires. Et je pense qu'on reparlera de cette question du partenariat. Je m'appuie aussi beaucoup sur euh, le travail de la main à la pâte, dont parlera Nicolas tout à l'heure, et sur aussi les- l'expérience de l'Office for the Climate Education, dont parlera Laetitia tout à l'heure aussi. Euh, on a beaucoup de ressources, certaines seront citées dans le chat, et d'autre part, je termine là-dessus. C'est aussi dans la continuité d'un travail qu'on a effectué au cahier pédagogique avec plusieurs numéros. Un très ancien, on avait fait des numéros sur l'éducation et l'environnement, hein, il y a très longtemps déjà, il y a plus de 20 ans. Et plus récemment, donc, le défi écologique, un numéro là-dessus, plus deux numéros, un sur la classe dehors, justement, et un autre sur apprendre avec la nature, que j'ai coordonné avec Laurent Reynaud, qui aussi se rattache à cette thématique si urgente et si capitale. Voilà pour le moment, et on reviendra sur certains aspects tout à l'heure. Donc le défi écologique dans l'école, pendant pas mal de temps, c'était un peu par la porte dérobée, parce que tel ou tel enseignant avait une sensibilité particulière pour ce sujet, que ce soit en sciences, en géographie ou dans d'autres disciplines. Et puis, depuis quelque temps, la grande porte des programmes a été un petit peu ouverte. Et c'est ce dont va nous parler Laetitia. Bonsoir Laetitia. Bonsoir, donc moi je m'appelle Laetitia Legrand, je suis professeure de SVT en collège, au collège Olympe de Gouges à Cadojac. Et puis moi ces dernières années, en fait j'ai surtout repensé ma façon d'enseigner le changement climatique en essayant justement de faire le lien avec les autres disciplines et notamment l'éducation aussi aux médias et puis à l'information. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai pu travailler, comme disait Jean-Michel, avec l'OCE notamment.
Oui, alors, et puis tu es là notamment parce que dans l'ouvrage, Voilà. tu as contribué à présenter la part de ce sujet dans les programmes scolaires. Tu peux nous en dire quelques mots? Oui, alors en fait, comme on disait précédemment, c'est vrai que précédemment, on était plutôt sur l'enseignement de toutes ces questions climatiques et écologiques, plus en lien avec la sensibilité d'un enseignant, et puis peut-être plus particulièrement avec les enseignants de SVT dont je fais partie. Et en 2016, on a eu une réforme justement des programmes, notamment au collège. Et suite à cette réforme justement du collège, on a vu apparaître dans de nombreuses matières finalement cette entrée pour l'éducation au développement durable et puis aussi aux problématiques de changement climatique. Et ça, c'est quelque chose d'assez fort qui a été aussi réaffirmé finalement par le Conseil supérieur des programmes en 2019. On a mis en fait en place des programmes qui voulaient être plus explicites, un petit peu plus précis et plus complets sur ces questions relatives au changement climatique. Et il y a un thème justement, hein, un terme qu'on reprend là dans le livre, qui est le terme de verdissement des programmes pour évoquer justement la montée en puissance de ces questions. Alors ça apparaît dès le cycle 3, donc CM1, CM2, 6e, hein. Le BO depuis justement cette réforme-là de 2016 et puis après en 2019 a précisé qu'il fallait sensibiliser les élèves aux enjeux du changement climatique. Il y a eu une nouvelle réforme justement sur le cycle 3 ces 2 dernières années, où là, on a introduit en plus la question des sciences participatives. Je pense qu'on aura l'occasion, quand on reparlera tout à l'heure là, des partenariats, d'évoquer un petit peu tout ce qui est Viginature, justement, Mm. tous ces points qu'on peut mettre en place en lien justement avec le changement climatique, la protection de la biodiversité. Et puis, il y a eu ensuite, au niveau du cycle 4, une porte d'entrée qui s'est faite hein, au niveau de l'éducation au risque. On a quand même remarqué ben, que de plus en plus, ce qui touchait les élèves, hein, ce qui allait toucher les futurs citoyens, c'était également les risques liés à ce changement climatique. Donc, ça a été une porte d'entrée pour accentuer finalement cet enseignement. Et progressivement, ben, ça s'est inscrit de façon finalement réaffirmée dans toutes les disciplines. Alors aussi bien en histoire géo qu'en sciences physiques. Merci. Et puis, il y a une dimension interdisciplinaire aussi qui est apparente dans les programmes, mais plus compliquée peut-être à mettre en œuvre. Qui était, on va dire, peut-être très apparente au début de la réforme, quand on a notamment initié ce qu'on appelait les enseignements de pratique interdisciplinaires, les EPI, Mm. qui permettaient justement de mettre en place des liens entre les différentes disciplines. Mm. Et c'est ce qu'on disait, c'est petit à petit, ça se perd faute de temps. Mm. Et il faut essayer justement de créer des liens entre les disciplines pour ne pas perdre justement cette interdisciplinarité qui a pu être mise en place sur les EPI au Mm. début de la réforme du collège. Et en fait, moi, je trouve que dans les programmes, c'est particulièrement important. Je pense qu'on va surtout insister aujourd'hui sur tout ce qui est cycle 3 justement, et cycle 4, parce qu'après, il y a une énorme part des programmes de SVT au lycée, tout ce Mm. qui est spécialité, qui est axé sur le changement climatique, mais finalement, on s'adresse à une toute petite partie des élèves, parce que Mm. très peu d'élèves vont prendre finalement cette spécialité arrivée au lycée. Donc, c'est d'autant plus important d'avoir inscrit cette thématique dans les programmes de cycle 3 et de cycle 4 qu'on est vraiment sûr de la formation de futurs citoyens et il faut veiller justement à monter des projets en interdisciplinarité. Alors, il y a cette dimension-là, et puis qu'on pourrait dire horizontale entre les différentes disciplines, et puis il y a la dimension plus verticale, qui est la dimension du temps. Et si on veut que ça ait du sens, il faut inscrire ces formations dans la durée. On a Nicolas qui est là pour nous parler un petit peu de cette dimension du temps. Bonsoir Nicolas. Bonsoir, bonsoir à tous. Alors, je vais me présenter. Donc, moi, je suis un peu comme certains d'entre vous, intervenant à la retraite depuis un an. J'ai jusqu'en 2023, pendant plus d'une vingtaine d'années, j'ai été responsable du centre pilote La Main à la Pâte de Nogent-sur-Oise.
Et les 5 ou 6 dernières années, donc depuis 2018, on a mis en place un programme d'éducation au changement climatique au cycle 3, euh, en partenariat notamment avec l'OCE, hein, puisque l'Office for Climate Education a été cité tout à l'heure par Jean-Michel et Laetitia. Le but de ce programme, c'était justement de travailler sur la partie formation des enseignants, accompagnement des collègues en classe, euh, un travail également sur la liaison école-famille. Et tout ça, bah, ça faisait un beau projet qui continue encore, hein. Moi, même si je ne suis plus en poste depuis un an, je sais que cette aventure sur le climat se poursuit. Alors, on pourra tout à l'heure, quand j'interviendrai, détailler un petit peu tout ça. Alors, comment faire justement pour que ça soit pas une action d'un moment, one shot, et puis un peu plus tard, on retrouvera à nouveau quelque chose comme ça. Comment faire pour qu'il y ait une vraie continuité de la formation des élèves? Alors, ouais, alors, alors, je vais revenir un petit peu plus en arrière parce qu'en fait, je vais essayer d'être clair dans mes propos par rapport à la formation et par rapport à l'accompagnement dans les classes. On s'est rendu compte depuis 2018, à l'époque, on avait un DAZEN, ça joue beaucoup, hein, le fait on parlait de partenariat. Si vous avez un directeur académique qui accompagne et qui encourage ce type de projet, ça va évidemment beaucoup plus vite. Donc, on a pu avoir des stages au PDF, pour lesquels on a pu justement, on a davantage travaillé sur cette question de bah, qu'est-ce que c'est l'éducation au changement climatique? Est-ce que c'est une extension ou de l'EDD? Vous savez, on a parlé, on fait 20 ou 25 ans qu'on parle du développement durable, mais finalement personne ne sait vraiment ce que c'est que le développement durable, ou alors en tout cas, si on sait ce que c'est, ça se limite souvent dans les classes à la question du tri des déchets. Et je crois qu'aujourd'hui, les enjeux sont bien autres, hein. Je pense que finalement, la question climatique, elle est prégnante, elle est essentielle, et on est loin de la question des ODD. Donc ça a été une première mise à niveau des enseignants en disant, mais voilà, pour vous, c'est quoi l'éducation au changement climatique? Donc il y a eu tout un pan de stages, de formation, avec des scientifiques, avec des formateurs, pour aider les enseignants à vraiment y voir plus clair. Ensuite, il y a eu un travail d'équipe au sein des centres pilotes, et notamment à nos gens, qui a consisté à se dire, mais finalement, si on fait ça une année, est-ce que ça en vaut la peine? Ça travailler en gros une classe de CM1 qui travaille pendant un mois ou deux sur le climat. Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça donne aux élèves comme élément de compréhension? Bah, pas grand-chose en fait. On est toujours dans cette question de la continuité ou les événements un peu comme ça sporadiques. Donc, on a mis en place un projet sur 3 ans avec l'OCE notamment, avec d'autres centres pilotes. Ça consistait finalement en un déroulé sur les 3 années CM1, CM2, 6e, avec 3 composantes du climat. Les bases, on posait les bases en CM1 avec voilà, un niveau accessible à des élèves de 9-10 ans, sur la question des glaces, la fonte des glaces. Euh, en CM2, finalement, on continuait, on montait un peu en compétences et on allait travailler du côté des océans. Hein. Donc là, c'est intéressant aussi parce qu'on voit que finalement, la machine climatique, c'est évidemment couplé avec la question des océans, des courants océaniques et des espèces qui y vivent et les conséquences que ça peut avoir. Et puis, on a mis en place un troisième volet qui était cette fois sur les terres émergées. Alors là, les terres émergées, c'est assez vaste, hein. C'est finalement toute la question de la biodiversité, les forêts, l'agroforesterie. Enfin, quand je dis l'agroforesterie, c'est qu'une des composantes, c'est l'alimentation, mais quels sont nos modes de production? Et là, on a travaillé aussi avec les parcours proposés par l'OCE, et là, ce qui était intéressant dans cette démarche, c'est qu'on travaillait avec des profs de collège. Donc, on a pu en mettre en place un vrai travail d'interdegré avec des équipes de collège à nos gens et ailleurs. Alors, le dernier axe dont tu as déjà un petit peu parlé de continuité, c'est effectivement la question des partenariats, la question des parents. Et sur les partenariats, une de nos des contributrices à l'ouvrage, Chantal Guiton, a aussi une belle aventure à nous raconter. Bonsoir Chantal. Bonsoir. Euh, alors, je me présente rapidement. Donc, je suis prof de SVT en Loire-Atlantique. Je suis aussi formatrice académique. Et pourquoi je vous le dis, c'est parce qu'effectivement, ce que disait Laetitia, aujourd'hui, on a la chance d'avoir des programmes et des IPR qui nous soutiennent
vraiment fortement. Donc ça, c'est quand même une chance parce que ça n'a pas toujours été le cas. Donc je suis formatrice académique et on me demande d'intervenir de cette façon-là en prenant en compte les défis écologiques. Donc voilà, on ne pourra pas dire que c'est pas possible. Après, la deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que donc au collège, ça fait un moment qu'on les collèges pilotent main à la pâte, justement. Tout le monde ne peut pas le faire, il y en a 6 en Loire-Atlantique, mais l'idée c'était on a embrayé le pas sur les EIST, c'est-à-dire l'enseignement intégré des sciences et de la technologie en sixième, ce qui fait que depuis un moment, on pense plus SVT, on pense thématique. Donc en fait, on emmène nos élèves en face d'une problématique, n'importe laquelle, chacun choisit ce qu'il veut, et on aborde la problématique de façon globale. Et c'est là où je vous emmène sur le défi écologique. Et j'avais noté pour moi, c'est tout le temps, partout et autant qu'on peut. C'est-à-dire, ce qu'on a beaucoup changé au collège, c'est que on ne cible plus le moment où on fait un travail sur l'écologie. En fait, on en fait le plus possible et tout le temps. Et comme je l'ai noté dans le chat, tous les prétextes sont bons. Donc, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se présente, j'essaye de trouver quelque chose que je propose à un collectif qui crée une dynamique. Donc là, on est vraiment dans le côté main à la pâte. Alors, par exemple, je l'ai noté aussi, on a un parascientifique, on le fait venir, il rencontre les élèves et il leur dit, bah voilà, moi j'aimerais bien que vous me disiez si l'eau du fossé d'Or est en état d'être potable, enfin, est-ce qu'il est potable, est-ce que vous pensez qu'on peut le consommer? Et du coup, on travaille à la fois les sciences et à la fois la conscientisation écologique. Derrière ça, on peut aller rencontrer la commune, interroger sur la qualité de l'eau, etc. Donc, vous voyez, l'idée un petit peu dans notre collège, c'est que, par exemple, un autre exemple, c'est on donne un nom à nos classes. Cette année, j'ai profité de la situation pour appeler la quatrième Rachel Carson. C'est la personne, c'est la mère de l'écologie. Si ça vous intéresse, vous pourrez lire, c'est le printemps écologique. Le printemps silencieux, elle a écrit aux États-Unis, c'était contre le DDT. Bon, tout ça pour dire que voilà, vous m'avez demandé un peu de cibler davantage l'opération que j'ai mise, enfin que j'ai suivie. Donc, comme je vous dis, moi, je profite de tout. J'ai fait la fresque sur le climat. En fait, c'est souvent lié aux équipes que j'ai en face de moi. Je propose aux équipes des choses qui sont plus ou moins complexes. Entre autres, par exemple, donc moi, j'ai participé à Ma Petite Planète. Vous le connaissez peut-être. Pourquoi est-ce que c'est un truc qui m'intéressait? C'est parce que pour la première fois, il y avait une valeur à ce qu'on faisait. Et entre autres, tout à l'heure, je crois que c'est Nicolas qui disait, ben, faire du déchet, du tri de déchets, c'est une façon un peu de donner bonne conscience. Et là, dans le jeu, il y a donc des défis pendant 3 semaines. On inscrit nos classes. Pendant 3 semaines, ils doivent faire des défis. Ils jouent les uns contre les autres. L'idée étant de créer une émulation. Et en fait, finalement, on donne de la valeur. C'est-à-dire un défi, par exemple, qui consiste à regarder un animal, c'est un point. Un défi qui consiste à travailler avec le chef d'établissement sur une modification profonde, c'est 10 points multipliés par tous les gens de l'équipe. Et c'est la première fois, en fait, où j'ai trouvé cette histoire, parce que je pense que vous, comme moi, quand moi je fais tous les jours des efforts de tri et que après je vois qu'il y en a qui prennent des jets, c'est juste insupportable, quoi. Donc en fait, c'est aussi donner aux enfants cette valeur des choses. Donc voilà, pour ce côté-là, il y a aussi une chose que j'avais envie de vous transmettre un peu. J'avais entendu ça au moment de ma petite planète, de la fresque sur le climat. C'est nos 4 manières d'agir. Et moi, j'essaye de faire ça dans ce sens-là. Il y a le faire, il y a le faire faire, il y a le savoir et le faire savoir. Et je trouve que quand voilà, est-ce que le défi écologique, on peut le relever? Est-ce qu'il y a de la tristesse? Est-ce qu'on crée de anxiété? Je trouve que ces 4 choses, elles sont intéressantes. Soit je fais. Donc, en fait, je prends mes élèves, on va dans la cour, on identifie les plantes. Soit je fais faire. Donc, on fait un forum des sciences où des élèves expliquent aux autres ce qu'ils ont compris. Ou alors, on fait du savoir. Et après, une fois que je sais, bah, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'utilise mes pesticides de la même façon ou pas? Donc voilà ce que j'avais un peu envie de vous dire. Il y avait autre chose encore, c'est que, par exemple, sur Rachel Carson, j'ai découvert dans le livre de Jean-Michel Zakhartchouk la pédagogie des controverses. Et je trouve ça très, très intéressant. Et entre autres, je l'avais fait avec le livre de la main à la pâte sur le cycle 3, où il y avait pour ou contre le nul état. Et en fait, c'est très chouette parce qu'on vous explique que ben, l'huile de palme, ben, ça a plein de qualités.
L'huile de palme, c'est un aliment neutre, c'est pas trop goûté, ça coûte pas trop cher à fabriquer, c'est souple, etc. Et de l'autre côté, ça crée la déforestation. Et on demande aux enfants de faire la balance, hein. Il y a même une espèce de balance figurée où les enfants mettent des arguments d'un côté et de l'autre et de façon éclairée, ils décident s'ils pensent que c'est bien ou pas bien. Donc voilà, il y a de nombreux outils possibles et comme je vous le disais, moi, voilà, c'est en transversal tout le temps et tout ce qui passe. Vraiment, quoi, l'histoire de dire est-ce qu'il faut commencer dès les petits âges, on les sort, on regarde un enfant qui a vu un animal, qui l'a respecté, et ben ça change la donne, quoi. Et tout le temps et à toute occasion. Voilà. Merci. On vient d'entendre nos trois premiers invités qui sont tous les trois des scientifiques. Mais il n'y a pas que les scientifiques qui s'intéressent aux défis écologiques et peut-être qu'ils ont, au-delà de la formation, de l'esprit critique, d'asseoir les engagements sur des savoirs qui soient établis, il y a aussi toute une dimension sensible. Et c'est pour ça que pour en parler que nous avons invité aussi Charlotte Michaud. Bonsoir Charlotte. Bonsoir. Donc, je m'appelle Charlotte Michaud, je suis professeure au collège et je développe depuis plusieurs années de manière interdisciplinaire des projets autour d'une éco-classe où on a essayé d'associer la part sensible de l'écologie, d'un rapport direct avec la nature, et puis une part scientifique avec une collègue de SVT, collègue de géographie et l'EPS SINA aussi. Voilà, bah, vas-y, décris-nous, raconte-nous un petit peu quelques-uns de ces Alors, outils que tu présentes dans l'ouvrage. dans le livre, ce que j'ai développé, donc c'est la partie du français. C'est vrai que le français, on l'attend moins, même si on regarde les programmes, on peut pas dire que le mot écologie apparaisse de manière explicite dans les programmes de français. En filigrane, on peut avoir à travers certains thèmes des études de sujets écologiques, mais ça va rester vraiment une analyse, comment dire, on peut en demeurer à j'analyse des textes, mais est-ce que finalement les mots font sens et il y a un référent, il y a un vécu derrière, un rapport avec la nature, avec les élèves? Je me suis rendu compte par de multiples occasions que pas toujours. Donc, ce que j'ai mis en place, ce sont des ateliers d'écriture et d'expérience de nature couplée où les élèves ont une série de sorties naturalistes dans la forêt avec une guide naturaliste, le professeur de SVT, et je prévois des temps d'écriture. Et ensuite, parfois, je les emmène toute seule. Alors, on a un petit bois juste derrière le collège. Et l'idée, c'est d'opérer deux renversements pour développer un attachement sensible à la nature et par là aussi une conscience écologique. C'est de passer d'une posture de lecteur, je lis un texte sur le thème de la nature, on peut être assez distant, à une posture de scripteur, je m'implique physiquement, je produis, je crée sur ces thèmes-là. Et puis, deuxième renversement, on passe du dedans au dehors. C'est-à-dire que j'associe, pour moi, pratiquer la classe dehors, c'est venu vraiment d'une décision de mettre les élèves en contact avec une expérience de nature pour pouvoir écrire à ce propos. Et l'idée ensuite, c'est de nourrir, évidemment, il y a des temps de lecture hein, pour relancer la création et l'écriture. On va aller lire des textes qui peuvent être des contes et certains peuvent avoir vraiment un regard sur l'animal ou le paysage qui est vraiment écologique avant l'heure. Des textes poétiques également, notamment de poésie contemporaine. Et l'intérêt de l'écriture, c'est que ça crée un effet de caisse de résonance. Parce qu'une expérience de nature, voilà, au collège, on va sortir, aller avec cette éco-classe 5 fois dans l'année, sur des sorties un peu longues. Mais 5 fois, c'est pas grand-chose. Comme le disaient les collègues, pour créer une expérience durable, ben, l'écriture va être un bon moyen. Parce qu'en fait, ça amplifie une expérience. Ça permet de lui donner une certaine temporalité. On revient sur les textes, on les retravaille, on travaille sur le regard et l'attention qu'on porte au vivant, même dans la cour du collège. Et puis, il y a aussi des temps de partage. Et ce qui nous a semblé intéressant aussi avec ma collègue de SVT, c'est que parfois, quand on l'aborde sous l'angle du risque, et uniquement du risque, ça peut créer vraiment d'éco-anxiété. Et d'ailleurs, les élèves en début d'année, là, j'ai démarré les ateliers d'écriture, me disent, mais là, on va en forêt, mais peut-être que la forêt, elle aura disparu dans quelques années. Et je suis pas sûre que ce soit comment dire, une énergie très positive que d'être uniquement dans ce type de pensée. Donc, j'essaye aussi, moi, de créer plutôt un attachement sur ce qui est là, un travail du regard, de l'attention,
et l'écriture vient me relayer là-dedans. Merci. Alors, en coulisses de ce webinaire, beaucoup d'agitation. Il y en a un petit peu sur le chat, on va en parler. Je réponds aussi à une question qui a été posée. Alors, dans les coulisses, c'est Assa qui s'occupe de récupérer toutes les informations qui sont dans le chat, toutes les références, qui va en faire une synthèse que vous retrouverez sur la chaîne YouTube quand vous irez, d'ici une semaine à peu près, euh, quand le webinaire sera monté et que vous le trouverez sur cette chaîne. Et puis il y a une deuxième personne qui est dans les coulisses, mais qui ne va pas y être très longtemps, c'est Ben, qui s'occupe, lui, de en direct, relayer vos questions, vos commentaires, nous dire ce qui se passe et c'est visiblement très actif sur le chat. Bonsoir Ben. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, oui, il y a pas mal d'activités. Alors, pas beaucoup enfin, pas tellement de questions finalement, mais beaucoup de commentaires et comment dire, oui, de militantisme et puis de lutte contre le ça va pas de soi. Je trouve aussi beaucoup. Euh, voilà. Alors, par exemple, Chantal qui nous redit dans le chat qu'il faut essayer de mettre des pieds dans les portes et essayer de saisir toutes les occasions, que ça démarre dès la maternelle pour les PE. Voilà, et que ça commence effectivement au plus tôt. Voilà, d'autres sources et d'autres références. Marie-Laure, par exemple, nous dit que depuis 2015, les 17 les objectifs de développement durable sont une boussole pour les interactions. Voilà, et trop souvent en classe, on reproduit à tous les niveaux quelques éco-gestes. Voilà, comment dire, d'autres questionnements aussi par rapport au soutien qu'on peut avoir par rapport au corps d'inspection. Donc, ça semble être fondamental d'avoir ces appuis-là. Voilà pour le moment ces discussions passionnantes. Alors, et c'est pas fini parce que cet ouvrage fourmille d'idées, de propositions dans tous les sens, et en même temps avec une très forte unité. C'est ce que disait Jean-Michel en le présentant au début. Jean-Michel, tu peux en dire un petit peu plus à présent. Oui, je dois souligner, bon, d'une part, on a parlé jusqu'ici de certaines disciplines. Donc j'ai essayé d'avoir un peu toutes les disciplines. Par exemple, l'éducation physique et sportive euh, peut jouer un très grand rôle avec les activités nature notamment. Et il y a plusieurs témoignages de profs d'éducation physique, y compris par exemple la nage en eau libre, pratiquée en dehors de la piscine. Voilà. Tout ce qui est reconnexion avec la nature, comme on dit aujourd'hui, j'aime bien cette expression. Euh, et puis, alors, là où il y a plus de difficultés, sans doute, et pourtant, c'est une dimension moi, que j'aimerais bien qu'on développe, c'est la dimension historique. Euh, il y a quand même très peu de choses sur l'histoire du climat. Et quand on voit, même si les programmes d'histoire ont évolué, quand on voit certains qui réclament l'histoire nationale et les batailles et tout ça, alors que le climat a joué toujours un très grand rôle, il y a des ouvrages là-dessus. Et donc là, j'ai pas réussi à trouver des gens qui vraiment travaillaient en histoire sur cette dimension. Et comme l'a dit Laetitia au début, moi j'ai été très grand partisan de l'interdisciplinarité. Autrefois les itinéraires de découverte, puis effectivement les EPI pour lesquels on avait coordonné le numéro des cahiers pédagogiques qui avaient beaucoup de succès, et puis ça s'est arrêté euh, brutalement avec le ministère Blanquer qui ne croyait pas du tout à l'interdisciplinarité, je pense. Et c'est vraiment dommage parce que c'est cette approche, j'aimais bien comme expression, plutôt qu'interdisciplinarité, d'ailleurs, c'est croisement de disciplines. C'est comment il peut y avoir des approches différentes, l'approche scientifique et l'approche sensible, qui ne sont pas contradictoires, mais qui peuvent être en tension. Et puis, je veux rajouter quelque chose d'autre à propos de l'éco-anxiété, euh, sur lequel on va sans doute revenir. Ça fait partie aussi du livre, la dimension émotionnelle. Il y a fort longtemps, j'avais fait tout un travail que je décris dans le livre, une écriture d'éco-science-fiction, parce que c'est aussi quelque chose d'intéressant. Les récits de science-fiction autour de l'évolution de la planète. Et c'était il y a longtemps, c'était encore au XXe siècle, au début du XXIe.
Et il y avait une élève qui m'avait dit, Monsieur, on ne va pas pouvoir dormir après tout ça, quoi. Et voilà, il faut éviter effectivement de couper le sommeil des élèves. Mais je suis frappé par exemple, vraiment un philosophe de l'environnement là, dont je conseille la lecture, Pierre Charbonnier, qui vraiment a une pensée très, très originale sur ce sujet. Et il dit il faut des récits positifs, il faut des narrations positives. Et la narration, c'est pas seulement l'affaire du prof de français, hein, c'est global. Et effectivement, il faut trouver un équilibre entre effectivement s'inquiéter, parce qu'on a raison de s'inquiéter, mais aussi de trouver des solutions et d'être quand même optimiste. Et c'est ce que dit aussi Jean Jouzel, qui m'a fait le grand plaisir et honneur de préfacer le livre. Euh, et il insiste beaucoup sur cette idée qu'on ne peut pas se complaire dans des récits effondriste et pessimiste qui finalement décourage et démobilise. Et on se dit finalement à quoi bon, etc. Donc cette énergie positive, et ça fait partie aussi de l'esprit des cahiers pédagogiques. C'est, comme dit Chantal, trouver toutes les occasions pour développer des solutions. Et je crois que les différents contributeurs qui sont présents ici, à leur manière, présentent dans le livre des pistes vraiment intéressantes. Oui, je pense par exemple au théâtre, à la mise en scène de ces Mm. questions. Et il y a une page qui m'a ébloui, hein, c'est ce petit passage, cet extrait de L'empreinte des glaces. Je sais pas si Mm. Magnifique. avec un humour extraordinaire qui à la fois pose les questions et puis montre que on peut prendre ces choses-là très au sérieux tout en n'étant pas dans le catastrophisme. Mais Nicolas peut en parler un peu de science en Oui, scène. Alors oui, alors, Science en scène, c'est une aventure oui, qui a commencé il y a une douzaine d'années. Donc l'idée, c'était de croiser, alors pour parler de pluridisciplinarité, croiser le théâtre, la littérature et les sciences. Et donc avec Virginie Witz, qui était l'initiative de ce projet, moi j'étais du côté scientifique, elle était du côté théâtre, et un jour elle vient me voir, elle me dit, bah, écoute, on pourrait pas faire un projet ensemble, et on a mis en place ce projet plutôt avec le cycle 3. Et l'empreinte des glaces, c'est le dernier spectacle qui a été donné, auquel j'ai participé, moi, avec Virginie, c'était en 2023. Et il y avait justement toutes ces questions climatiques, la fonte des glaces, une allusion à Claude Lorius, hein, qui était celui qui avait un peu fondé cette question des carottes de glace, connaître le climat passé. Et on avait travaillé avec Nicolas Caillon, qui est un glaciologue qui est basé à Grenoble et qui travaille régulièrement sur place en Antarctique. Et donc Nicolas Caillon, qui nous a aidé à construire aussi ce scénario du côté scientifique. Et là, il y avait vraiment il y a eu une belle aventure. Parce qu'en fait, ce sont des élèves de CM1, CM2 qui ont joué, interprété cette pièce qui raconte finalement à la fois la découverte des scientifiques à travers un tas de questionnements sur le changement climatique. Alors il y a, comme vous venez de le dire, hein, il y a le côté un peu onirique, il y a le côté poétique, il y a le côté littéraire, il y a des scènes assez drôles qui permettent un peu de dédramatiser, mais tout en étant conscient de du problème en fait. Voilà, moi je vous invite, on peut le voir, hein, puisqu'en fait comme il y a eu un partenariat avec l'Institut polaire français, hein, l'Institut polaire Paul-Émile Victor, vous pouvez, alors je pense que Jean-Michel tu pourras transmettre, ou sinon je t'enverrai le lien. On peut voir une captation de ce spectacle sur le site de l'Institut polaire Paul-Émile Victor. Voilà. formidable. Alors, les spectateurs, c'est aussi les parents. Du coup, les élèves vont montrer à leurs parents ce qu'ils ont appris, les questions qu'ils se sont posées dans ces occasions-là. Et ça nous amène à ce partenariat particulier qu'on fait avec les parents. Euh, je pense en particulier, Chantal peut peut-être nous dire un petit peu comment elle faisait venir ce qui se passe dans la famille à l'intérieur de l'école sur ces questions. Par exemple, sur la petite planète, là, il est prévu, beaucoup de défis sont, par exemple, faire un repas végétarien une fois dans la semaine avec une personne de ta famille.
En fait, tous les défis sont tournés vers l'entourage. Par exemple, faire un compost, soit au sein de ton entourage, soit au sein de ton établissement. Créer une affiche de sensibilisation, un éco-geste. Faire un défi à une personne d'une autre classe ou à une personne adulte, etc. Donc, le dispositif qui est finalement assez simple parce que c'est 3 semaines dans l'année et je vous donne juste le prochain, c'est le 18 novembre ou alors il y a une deuxième session le 10 mars. Donc voilà, moi je trouve que c'est assez léger, c'est 3 semaines. Les enfants font ce qu'ils peuvent, mais il y a une espèce d'émulation et ce qui est très chouette aussi, c'est que donc il y a tout le temps des ressources, comment dire, de connaissances qui sont liées à chacun des défis. Donc les gens qui veulent s'y lancer, vous savez que vous aurez ça aussi. Et donc moi je trouve qu'il y a ce côté-là qui est très intéressant. Il y a une autre chose, par exemple en sixième, on a créé un forum des sciences. C'est les CM1, CM2, sixième qui viennent sur une journée. Tout le monde anime un atelier et le contenu de l'atelier, c'est nous qui le choisissons. Évidemment, vous avez dû deviner, tous mes contenus tournent autour du développement durable et puis de l'écologie. Donc, par exemple, c'était dans une goutte d'eau ou une goutte d'eau. Voilà, c'était une thématique de genre-là. Et ce qui est assez génial, c'est que donc les parents des écoles primaires accompagnent les équipes. Comme il y a 27 groupes d'enfants qui circulent dans tous les sens, les parents viennent avec les enfants et font avec les enfants. Ils font des sciences, ils voient que les sciences, ça sert à dire la vérité. On n'est pas dans les croyances, on n'est pas dans le platisme, on n'est pas dans... Et les enfants fabriquent des connaissances et les parents, ils sont emmenés. Vous voyez, c'est un peu une façon détournée de les mettre dans cette dynamique. Et il y a une... Comment ils comprennent comment on construit finalement en fait que le défi écologique, c'est une réalité et qu'il faut y faire quelque chose, quoi. Donc ça, Tu évoques aussi dans le livre le projet Enquête au village. J'ai trouvé très intéressant sur le plan de la question de la culpabilisation, ou justement la déculpabilisation des familles et des élèves. Donc, en fait, ce qu'on avait fait une année, c'était sur une vie de classe. En fait, souvent, sur un projet de classe, au lieu de faire vie de classe, on fait projet de classe. Comme ça, les enfants, quand ils disent bah, on veut discuter de machin qui m'a cassé la figure, moi, je dis est-ce qu'on fait projet ou est-ce qu'on fait réunion de coopération? Et en fait, souvent, le projet prend le dessus parce que finalement, ça nous dirige. Et donc, à ce moment-là, on a fait une enquête dans toute la commune. Ils sont allés interroger leurs voisins. On a pris une grande carte de la commune et sur la carte, on a épinglé à chaque fois une fleur. Et cette fleur, elle posait des questions sur la façon dont ma famille gère, par exemple, les déchets, l'eau, etc. Et du coup, la taille du pétale était plus ou moins grand selon les efforts qu'on faisait dans la famille. Et ça permettait de se rendre compte. Alors voilà, je le témoigne dans le livre. Il y a une gamine qui dit oh, moi, j'ai vu que dans notre maison, on a 5 voitures. Voilà, vous voyez, il se passe quelque chose de cet ordre-là. Et puis, on a été rencontrer aussi les gens qui sont acteurs, les commerces, des gens des commerces, les chasseurs, par exemple, parce que moi, je suis en Brière. Et on leur a demandé leurs efforts à eux aussi. C'était assez chouette parce que justement, les chasseurs, ben, ils ont tout un travail de respect de la nature. Et vous voyez, ça a permis de changer un peu le regard sur la commune et effectivement de déculpabiliser dans le sens où ben voilà, on a tous du boulot à faire, on a déjà fait des choses, mais il reste des choses à faire et il y a des idées possibles, quoi. Laetitia, dans le chat, tu participes à des débuts de discussion autour de la dimension civique, voire, on pourrait presque dire politique de cette éducation-là. Est-ce que tu peux en dire quelque chose? Ben, je vais rebondir là sur ce qu'on disait justement précédemment là sur les partenariats et puis comment aussi faire le lien avec les parents. Nous, ce qu'on a fait aussi, c'est monter une web radio et puis s'appuyer sur ce qu'on appelle le journalisme de solution en partenariat justement avec les professeurs de français parce que moi, je suis convaincue aussi que la production de contenu, l'écriture, c'est aussi une façon de lutter contre l'éco-anxiété justement, proposer des solutions, mettre les enfants dans un rôle d'acteur. Ça permet de dépasser finalement le rôle du professeur, le sachant qui va uniquement distiller sa parole et ça donne aussi un certain pouvoir aux enfants. Quand on parlait dans le chat, je vois aussi des questions par rapport, est-ce que finalement c'est pas mentir aux enfants, juste faire les petits éco-gestes, est-ce que c'est suffisant? Non, c'est un début, mais effectivement, il faut aussi leur donner la possibilité d'aller plus loin. Et nous, on s'est aussi intéressé, voilà, à des thématiques
type la pollution dans le village ou repenser la déco de Noël dans le village. Est-ce que finalement l'éclairage, les décorations de Noël, c'est polluant? Ils sont allés rencontrer le maire de la commune. Et tout ça, finalement, en étant publié sur le site de la web radio, ça ouvre aussi la discussion avec les parents. On a eu des retours de parents qui écoutent ça avec leurs enfants. Ça fait discuter, ça fait réfléchir. Et on n'est plus uniquement dans une démarche où on dit aux gens faites ci, faites ça, mais posons-nous ensemble et réfléchissons sur qu'est-ce qu'on peut faire. Et la dimension politique, finalement, elle est là aussi. Former des citoyens qui soient capables de discuter entre eux et de voir qu'il y a des alternatives, des possibilités qui peuvent finalement rendre les gens heureux, hein. Si vous voulez convaincre les gens de faire de l'écologie, il faut qu'il y ait un bénéfice. Il faut que quelque part, les gens se sentent bien en le faisant. Ouais, c'est vrai, tu emploies le mot convaincre. Ouais. Et il y a une difficulté peut-être aussi que perçoivent beaucoup de nos collègues et des intervenants, à savoir quelle est la limite de cette entreprise, si l'on peut dire, de conviction. Jean-Michel, peut-être nous en parler, limite, à quel moment est-ce qu'on devient militant et plus tout à fait enseignant? Oui, oui, c'est une vraie question. Entre être neutre, qui ne veut pas dire grand-chose, et militant, il y a peut-être être engagé, qui est un peu en dessous de militant. Engagé, et ça dépend ce qu'on appelle militant. Effectivement, et puis je crois que tout à l'heure on a souligné l'importance des controverses. Oui, il y a des controverses, il y a des choses qui ne sont pas établies. La part de l'électricité nucléaire, par exemple. Justement, il y a les controverses, il y a une contribution du lycée du Bourget où ils font ça systématiquement et c'est vraiment intéressant parce que sur l'alimentation, sur l'élevage, des choses comme ça, c'est aussi important que de dire aux élèves qui vont se faire leur idée petit à petit. Et donc, quelqu'un met neutralité engagée, oui, si on veut, quoi. En tout cas, les fondateurs de l'école républicaine n'ont jamais dit que les enseignants devaient être neutres et engagés pour la République. Mais je crois qu'aujourd'hui, l'éco-citoyenneté, ça fait partie de nos missions. Et j'aurais souligné parce que là, on parle beaucoup de tas d'initiatives très riches ou des inspecteurs qui nous soutiennent, et il y en a beaucoup, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et on a par exemple des témoignages qu'on avait publiés sur le site du cahier pédagogique d'élèves, de lycéens, c'était des lycéens de Toulouse, là, qui étaient un peu découragés par certains discours d'enseignants. Et puis il y a des clivages au sein de l'école. Donc, il ne faut pas se cacher du fait qu'il y a un gros travail de formation et de conviction qui doit aussi se faire. Et la formation, ces questions, elle est quand même très réduite, avec toujours cette idée des fondamentaux, comme si, ben, en- de semi-boutade, j'ai tendance à dire que lire et écrire, c'est très bien, mais si le climat rend la Terre irrespirable et à plus de 50 degrés, je ne sais pas ce que ça devient. Donc, ça doit vraiment être intégré dans l'idée de fondamentaux. Et donc, la formation initiale et continue doit jouer un grand rôle, pas seulement dans certaines matières, mais partout. De nouvelles interventions sur le chat, Ben, peut-être. Ah oui, 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 beaucoup de commentaires et beaucoup de réactions. Alors des témoignages d'abord de Hassan, par exemple, qui nous écrit depuis Djibouti et qui nous dit avoir mis en place des activités interculturelles entre plusieurs pays, la France, le Sénégal, Djibouti, sur des jeux sur des jeux éco-gestes. Ensuite, juste pour reprendre effectivement ce que vient de dire Jean-Michel, c'est que la remarque de Chantal dans le chat aussi qui dit qu'elle a croisé un IPR de maternelle qui disait que enfin pas un IEN pardon de maternelle qui disait que la meilleure façon de faire du français, c'est de les mettre à faire des sciences. Mais moi, je peux même aller plus loin pour dire que le français, il est dans les disciplines. Il n'est pas forcément en français, quoi. Il est en histoire, en géo, en sciences. C'est là qu'on va trouver les mots, le lexique, le vocabulaire, les concepts, et que 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 la langue existe vraiment. Euh, Autre chose sur une réaction aussi de Marie-Laure sur le fait que la formation à l'éco-citoyenneté
ben, c'est plus du militantisme. C'est, voilà, je prolonge ça, j'espère prolonger sa pensée en disant que voilà, que ça fait partie maintenant de quelque chose qui est inévitable et qui est admis. Et, euh, et vraiment, je ne peux pas ne pas citer comment dire, la petite phrase là de Charlotte qui est immense, c'est penser et imaginer aussi des futurs désirables. Donc voilà, comment faire pédagogiquement, didactiquement, pour en classe, de la maternelle à l'université, penser et imaginer aussi des futurs désirables. Mhm. C'est même dans les programmes de géographie. Euh, penser la ville de demain, penser le monde de demain. Ça invite les élèves à faire une géographie qu'on appelle prospective et qui forcément, inévitablement, prend en compte ces questions environnementales et d'organisation de notre rapport avec le monde, la nature en particulier, mais avec le monde en général. Euh, Juste un point, c'est j'en prie. par rapport à demain, il y a aussi une autre question qui est abordée dans le livre, sous la forme d'un chapitre, c'est l'orientation qui doit aussi aider les élèves à faire des choix d'orientation vers des métiers aussi qui contribuent, enfin, mais la façon de pratiquer le métier, enfin, voilà, donc il n'y avait pas d'intervenant ce soir parce qu'il fallait limiter le nombre d'intervenants, mais il y a deux ou trois personnes qui interviennent dans le livre sur la question de l'orientation vers les métiers divers, mais même pas seulement les métiers verts, mais aussi comment verdir les métiers. De toute façon. Alors, le temps passe très très vite avec vous. Je vais faire un dernier tour de table de nos intervenants pour que vous nous disiez chacun en 1 ou 2 minutes ce que vous auriez voulu dire si le webinaire avait duré 3 heures. Euh, commençons par Nicolas. Tellement de choses à dire, Oui. tellement de choses qui ont été dites et très, très intéressantes, hein. Moi, je retiens, là, je vais dire sous forme de mots un peu genre Telex, hein. Alors, journaliste de solutions, c'est génial parce que je crois que, mais là, c'est global, hein. En fait, je pense que ça dépasse largement le cadre de l'école. Laetitia parlait comment dire, cette réflexion qui est venue d'ailleurs des États-Unis de dire bon, on peut pas balancer tout le temps des mauvaises nouvelles, sinon on finit par sidérer le lecteur et finalement le mettre dans un état de sidération, bah, ça le rend tout à fait inactif et c'est contre-productif. À l'école, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je pense que la question j'aurais voulu parler des anxiétés parce que c'est lié en fait, hein. Les anxiétés, c'est le fait de finalement de se retrouver démunis, sans outils, sans savoir ce qu'on peut faire. Et justement, le rôle de l'enseignant et le rôle de l'éducation nationale, qui à mon avis est encore largement à la traîne sur la question environnementale et climatique, ce serait de donner des outils et de permettre aux élèves d'avoir les moyens d'agir. Alors, c'est pas que les petits gestes, bien évidemment, c'est bien au-delà de ça, c'est se projeter demain, hein, au collège, au lycée, quel métier je pourrais faire. Voilà, c'est donner en fait finalement un récit un peu positif. On parlait tout à l'heure justement de récits désirables, en fait, un avenir désirable. On parle souvent de ça. Tout ça, c'est aussi, j'aurais bien voulu parler d'éco-délégués parce que je me souviens, il y a encore 2, 3 ou 4 ans, parce que non, comme ça passe très vite, hein, on avait fait avec l'OCE un ensemble de formations, un cycle de formation d'éco-délégués, collège, lycée, et les lycéens, on leur raconte pas des cracks, comme dirait notre cher président. En fait, en gros, on s'est retrouvé piégé parce qu'on avait fait une formation d'éco-délégués avec en face de nous des élèves, des lycéens qui nous ont dit en gros, c'est bien gentil vos beaux discours, mais regardez comment ça se passe en réalité. Et là, on s'est pris un peu une claque parce qu'on ne savait pas trop nous en tant que entre guillemets formateur éducation nationale. On était un peu entre les deux. On était entre l'institution qui n'en fait pas assez et un discours comme ça de formation d'éco-délégués un peu à la sauvette qui ne donne pas vraiment les outils aux élèves. Donc là, c'est aussi un dossier important. L'éco-délégué, qu'est-ce que c'est? Pourquoi faire? Comment on le fait? Et tant que ce sera géré uniquement par la vie scolaire, parce que c'est quand même beaucoup le cas, c'est ce que nous on a rencontré, ça ne peut pas fonctionner. Donc là, il serait bien de mobiliser un petit peu toute l'institution. Je pourrais encore en dire Merci. beaucoup, hein, Mais oui, mais mais il faut le que je temps m'arrête. va, Il faut que je va m'arrête. nous Donc je vais manquer. m'arrêter. Je m'arrête, Yannick, mais voilà, il y aurait beaucoup de choses à parler sur le militantisme, la politique, etc. Mais je Bien sûr. m'arrêterai. Chantal, 1 minute. Oui,
une petite réaction sur, on a arrêté de faire des éco-délégués, on fait des éco-élèves, parce que je sais pas vous, mais les éco-délégués, ce sont tout le temps des élèves qui sont populaires, alors que finalement, ceux qui sont les plus sensibles, ce sont des petits gars, des petites filles là, qui ont envie de venir et qui sont jamais élus. Donc maintenant, moi, je me bagarre, je veux plus d'éco-délégués, je veux des éco-élèves. Et quand on a envie de venir, on vient et on vient faire ce qu'on peut. Ça, c'était la première chose. Et si vous me demandez une conclusion, moi, je sais vraiment le faire ensemble, ne pas rester seul. Et par exemple, vous savez qu'au cahier pédagogique, nous sommes dans la coopération. Et par exemple, ce matin, j'ai fait le conseil de coopération avec mes élèves et je leur ai montré qu'ils ont un pouvoir. Ils ont un pouvoir d'agir. Ils peuvent changer des choses au collège. Et quand on peut déjà changer des choses au collège collectivement, on pourra le faire à l'extérieur et on pourra le faire ailleurs. Donc, il faut leur montrer qu'en fait, ensemble, on arrive à faire des choses. Laetitia? Oui, ben, je vais continuer là sur cette histoire d'éco-délégués. Et puis, créer des rencontres aussi entre éco-délégués. Moi, j'ai les éco-délégués qui sont allés rencontrer des éco-délégués de lycée et qui se sont rendus compte que les problématiques auxquelles ils étaient confrontés étaient les mêmes qu'eux. Donc, ils avaient les mêmes problèmes, convaincre la gestion, convaincre les profs, convaincre les autres élèves. Et là aussi, ça crée du lien. Ça fait qu'on se sent moins seul et qu'on se dit qu'on fait partie d'une communauté, que tout le monde essaie d'agir dans le même sens. Et ça donne du sens aussi. Ça donne du sens et ça diminue là aussi cette éco-anxiété. Charlotte? Oui, alors moi, moi, ce dont je voulais parler, enfin, c'est deux choses qui m'avaient aidé à réfléchir quand même, parce que c'est vrai qu'en lettres, on se sent un peu isolé, sauf si on arrive à joindre à des projets interdisciplinaires. C'est un dossier de l'IFE qui s'appelle Éduquer à l'Anthropocène, où ils osent quand même le mot qu'on voit, en tout cas pas beaucoup à ma connaissance pour l'instant dans les programmes, et un document de cadrage européen qui s'appelle le Green Camp. Et en fait, tout ce qu'on est en train de raconter là et de décliner, il montre comment former des citoyens qui sont voilà, prêts à habiter le monde de demain avec la lutte contre les désinformations, mais aussi une dimension sensible, une dimension citoyenne avec des gestes concrets. Et tout ça est vraiment bien imbriqué. C'est remarquable, donc j'attends juste que ça arrive jusque chez nous. Ça serait bien. Jean-Michel? Oui, ben, beaucoup de choses auraient été dites et il faut continuer à travailler sur le sujet, bien sûr, hein. Ce livre, c'est une étape. De certaine façon, j'aimerais qu'il soit dépassé dans 2 ou 3 ans. Et le cahier pédagogique, on continue à mettre ça quand même au centre des préoccupations, ce qui n'est quand même pas le cas des médias, à part les domaines spécialisés, mais et puis surtout, même s'il y a des progrès, par exemple, quand on voit dans la météo de service public, il y a eu des progrès qui ont été faits, par exemple, pas que c'est toujours bien quand il fait chaud, mais il y a des progrès, bien sûr, mais ils sont pas à la hauteur du défi, quoi. Et puis, bon, le livre, il est sorti en période électorale et on n'a pas beaucoup entendu parler d'écologie quand même, dans les différents programmes, les différentes discussions. Et encore aujourd'hui, donc il faut se battre pour mettre ça au premier plan, parce que c'est vital. Mais c'est aussi passionnant, stimulant, et qu'on voit toutes ces ressources qui ont été citées dans le chat, c'est formidable. On a de quoi faire. On n'est pas démunis, mais il faut passer à l'action. Continuer l'action et passer à l'action quand on n'a pas encore commencé. Merci. Il va être temps de clore ce webinaire en remerciant tout d'abord nos intervenants, vous rappelant que vous pouvez trouver ce livre-là sur le site des cahiers pédagogiques pour un prix tout à fait modique et raisonnable. C'est moins cher qu'une bonne bouteille de champagne et c'est tout aussi euphorisant. Les- ce webinaire est donc maintenant terminé. Je vous rappelle que les cahiers pédagogiques sont une association, une revue associative. La revue paraît grâce à l'énergie des militants et de salariés, qui les deux n'étant pas d'ailleurs incompatibles, et puis grâce aussi à tous ceux qui les soutiennent, ne serait-ce que en les lisant.
en les faisant connaître et éventuellement en nous rejoignant. Il y a énormément de choses passionnantes à faire ensemble dans cette association et autour de cette revue. Nous vous invitons donc à nous rejoindre. Le prochain webinaire des cahiers pédagogiques aura lieu le mercredi 9 octobre. Il sera consacré à un autre sujet, une autre question vive dans la société et à l'école, les racismes dans l'école, avec un dossier extrêmement dynamique, percutant sur le sujet. Voilà, bonne soirée et à bientôt.